Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà pour ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont sur Zoom? Voilà. Alors, Zoom, il y a de bons signes. Est-ce que dans la salle, vous m'entendez? Oui, donc ça va. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Comme vous le voyez, je démarre déjà pour vous annoncer un grand changement. Aujourd'hui, nous avons Evelyne Engel qui est avec nous pour cette intervention sur justement se former à l'interculturel, et on aurait dû avoir aussi Pamela Millet qui malheureusement elle a eu un deuil en famille, donc elle n'a pas pu être avec nous ce soir. Du coup, Evelyne a donné la disponibilité pour réaménager son intervention et faire en sorte que voilà, la soirée puisse être on va dire, bien présentée et répondre à tout ce qu'on s'était dit, même si on a dû forcément renoncer à la partie de mise en dialogue avec deux approches et deux visions différentes, mais on reste quand même sur la thématique de se former à l'interculturel, pourquoi c'est important, comment, où, et on verra justement à travers un parcours que Evelyne va nous présenter. Certains d'entre vous connaissent déjà Evelyne ou l'ont écoutée, car depuis quelques années, elle collabore avec le DEFAP pour la formation aux envoyés, donc dans le spécifique de la thématique de l'interculturel, même si après son approche, ça fait longtemps. Elle nous aide aussi à réfléchir à comment décliner cette thématique de l'interculturel, pas que pour les envoyés qui partent, mais aussi à d'autres aspects qui peuvent toucher les différentes activités du DEFAP, et justement se positionner dans ce rôle un peu frontière entre le monde des églises, le monde de la coopération internationale, le volontariat, les missionnaires, la frontière entre ici et là-bas, car l'interculturel, en fait, ça touche à tous les aspects. Et donc, je lui donne la parole pour sa présentation. Après, je te laisse aussi dire la question. Il y aura un temps de questions, mais je te laisse gérer ce temps-là. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je salue de l'autre côté de l'écran quelques visages connus, même s'ils ne se rappellent pas de moi, je me rappelle d'eux. Et puis ceux qui m'ont entendu dans cette assistance, j'essaierai de ne pas être trop lassante sur une forme de répétition, sachant que l'exercice de ce soir est un peu un exercice d'équilibriste, puisqu'il ne correspond pas à la réalité de ce que nous avions mis en place avec Laura. La question initiale, c'était se former à l'interculturalité. Quel sens ça peut avoir? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, au-delà d'un contexte peut-être d'église, d'un contexte d'envoyé? Essayer de franchir cette barrière pour aller un cran plus loin dans la réflexion. Alors, vous allez me dire que cette phrase n'est pas très réjouissante, mais je la trouve quand même encore malheureusement très d'actualité. Elle est issue des chroniques japonaises de Nicolas Bouvier, grand voyageur, très fin observateur. Si l'on ne peut plus guère progresser aujourd'hui dans l'art de se détruire, il y a encore du chemin à faire dans l'art de se comprendre. Alors, se former, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert principalement, entre autres, à éviter cette petite image, ce tiraillement, cette tension, cette zone de rupture, cette force qui s'exerce d'un côté et de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ce type de situation? Eh bien, on peut se former pour essayer de mieux se comprendre, d'éviter les malentendus, de travailler ensemble, de réfléchir à la marche du monde. Alors, cette petite marche du monde, je l'ai réintroduite hier en ouvrant le monde, justement, avec le rapport de la Banque mondiale, qui nous dit dans ses schémas de modélisation qu'aux alentours de 2030, 216 millions de personnes seront appelées à migrer sous les effets du changement climatique.
C'est dire qu'un certain nombre de pays vont être impactés et que peut-être dans une dimension d'église, de solidarité, il nous faut dès à présent penser à ces grands phénomènes migratoires qui vont arriver et qu'on aurait peut-être déjà dû anticiper. C'est aussi se former, anticiper, ce que j'évoque dans le flou. Je suis volontaire, j'ai été sélectionnée par le DEFAB, je vais partir. Qu'est-ce que ça implique de mon expertise, de mon savoir, mais de mon ignorance peut-être du territoire, de la contrée, de la zone géographique dans laquelle je vais aller? Je suis cadre supérieur dans une entreprise, je vais partir en mobilité internationale. J'ai effectivement une compétence, mais comment vais-je l'exercer dans mon approche avec mes collaborateurs? Je suis étudiant, j'ai du temps. Je voudrais me rendre disponible pour la CIMAD, pour le secours populaire, pour les missions populaires, le secours catholique ou que sais-je encore. Qu'est-ce que je peux donner de moi et comment est-ce que je peux le faire? C'est aussi une formation. Analyser le vécu. Un retour sur expérience. Est-ce que quand je suis, puisque nous sommes au DEFAB, je suis volontaire au DEFAB, je pars 1 an, 2 ans, 3 ans. On connaît assez tous le peu d'appétence pour le public français pour les expériences de voyage des uns et des autres. Eh bien, est-ce que cette expérience va rester une parenthèse dans ma vie ou est-ce que je peux revenir l'analyser pour en extraire la substance essentielle, la moelle? Et comment est-ce que je peux mettre cette moelle en dynamique, la partager, la faire comprendre, la donner à saisir par d'autres publics? Sortir d'une situation de crise, ça c'est le dur, c'est évidemment ce qu'il faudrait pouvoir éviter, mais ça n'est pas toujours évitable. Est-ce que le malentendu que je traverse est lié à un problème de compétence, à un problème de personnalité, à un problème d'incompréhension culturelle? Eh bien, la formation, ça peut servir à ça également. Au bout du compte, c'est entendre, mieux écouter, dialoguer, accompagner, construire, faire ensemble, transmettre. La liste pourrait être encore longue, on pourrait l'appliquer dans toute forme de situation, ce serait enseigner, donc transmettre, etc., etc. Soigner, par exemple, c'est dans l'air du temps. Des champs sémantiques, culture, multiculturel, interculturel. J'aime bien reprendre un petit peu le sens des mots à l'origine par le passage vers l'étymologie. Culture, du latin cultura, du verbe colere. Dans un sens premier, cultiver la terre, l'habiter, l'honorer, puis par extension, l'attention qu'on va la porter à l'esprit, à l'âme humaine. Et le premier à avoir pointé ce rapport à habiter, honorer la terre et l'attention qu'on porte à l'esprit, c'est Cicéron, avec cette citation des Tusculanes. Un champ si fertile soit-il ne peut être productif sans culture, et c'est la même chose pour l'humain sans enseignement. Déjà une dimension d'ouverture, de rapprochement. Et si, en termes de culture, il fallait parler de définition, eh bien, on aurait toutes les peines du monde à se poser un instant. On pourrait se livrer à l'exercice si ça vous intéresse. Et je pense que chacun d'entre nous aurait sans doute sa définition de la culture. C'est donc plutôt de définition, à tel point que 2 anthropologues américains, M. Alfred Kröbler et Pluchon, en 1952, ont tenté de collationner, de recenser les différentes définitions des cultures, et ils en ont collecté à l'époque, sans les moyens d'aujourd'hui, 164, qui avaient toutes, quand on analyse ce travail de recherche, toute leur légitimité en fonction du contexte dans lequel cette définition était posée et également de la zone géographique dans laquelle elle s'exerçait. Un peu plus tard, il y a d'autres personnages qui se sont intéressés à cette dimension de culture et d'inculturalité, oui, je le dis bien, notamment notre ami Monsieur Hofstede, qui lui a travaillé à partir d'un questionnaire exploitable dans un grand groupe industriel, IBM pour ne pas le noter, pour ne pas le mentionner, à partir de 100 000 questionnaires, avec 4 entrées qui étaient
très précisément axé sur cette compétence et ses collaborateurs. Alors, ça pose la question, le travail de Hofstede, de qu'est-ce qui se passe hors du champ de l'entreprise, mais pour autant, c'était quand même un socle qui était posé sur des grandes recherches de compréhension, notamment la distance à la hiérarchie, le contrôle de l'incertitude, l'individualisme ou le collectivisme, le masculin et le féminin. Et puis, beaucoup plus tardivement, dans les années 90, il a posé la question du rapport au temps. Donc, des définitions de culture. Des pluralités de sens également. Si on aborde, alors on ne va pas faire un cours, parce que ce n'est pas du tout l'objet de cette séquence ce soir, mais si on prend une entrée philosophique, c'est tout simplement ce qui va être différent de la nature. Et vraiment, là, je réduis, vous me pardonnerez, de ne pas aller au-delà. En sociologie, c'est ce qui va être commun à un groupe d'hommes, ce qui fait sens, ce qui va les souder. À l'intérieur de ça, c'est les croyances, c'est les valeurs, c'est les apprentissages, c'est les traditions. Et Pascal, qui travaille maintenant au DEFAP, me disait également, c'est sans doute ce qui note l'appartenance à une culture, à une identité. Aujourd'hui, on va utiliser beaucoup plus largement le terme de culture, culture d'entreprise, scientifique, culture artistique, et souvent avec un abus de langage d'ailleurs. Avec des éléments constitutifs, s'il y a une multitude de définitions du terme culture, eh bien, c'est que les cultures se constituent en autant de manières distinctes d'être, de penser, d'agir, de communiquer que d'être humain. C'est également le fait que chaque individu sur Terre est un produit socio-historique, c'est un homme vivant parmi d'autres hommes, ou pour le dire autrement dans notre monde d'aujourd'hui, une femme vivant parmi d'autres femmes. Ce qui pourrait ouvrir un débat d'une autre manière. Chacun d'entre nous est porteur des fruits d'une éducation, de pratiques, les siennes, qui vont, dès lors que ce sont les nôtres, être potentiellement légitimées comme étant normales. Chaque individu porte ses représentations, le bien, le mal, le beau, le laid. Et les éléments constitutifs d'une culture eh bien, vont évoluer dans le temps, dans les formes. Elles vont être influencées par des espaces géographiques, des positions sociales et des expériences propres à chacun ou au collectif. Les choses se compliquent un tout petit peu avec cette notion de visible et d'invisible. Bon, une image assez commune, la part de l'iceberg, la part émergée, celle que l'on voit, et puis la part immergée, celle que l'on devine, celle que l'on pressent sans en connaître véritablement la surface, la profondeur, le périmètre. Ce qui va donner en termes de culture la partie émergée, le conscient, le visible, le manifeste, ce qu'on va saisir d'emblée, la langue, l'histoire, la gastronomie, la formule de politesse, l'art. Et puis quelque chose de beaucoup plus complexe, qui va être beaucoup plus lent à saisir, si on y parvient d'ailleurs, l'inconscient, l'invisible, le caché, les conditionnements, chaque être est conditionné, le direct, l'indirect. Est-ce que nous sommes dans une culture de l'implicite, dans une culture de tabou, de non-dit, le rapport au temps, à l'espace, les valeurs, les croyances, les modes de pensée, la vision du monde. On pourrait prendre cette analogie de l'arbre qui a été développée par Michel Sauquet, les étages de temporalité d'une culture, le niveau morphologique, les branches, le plus visible et le plus changeant, le tronc, le niveau structurel, les structures sociales, éducatives, juridiques, politiques, l'organisation familiale, et puis le niveau d'ancrage, les racines, beaucoup plus profond, qui n'est pas apparent, le moins changeant, les visions du monde, le rapport à la vie, le rapport à la mort, à la nature, à la religion. Si on prend maintenant le multiculturel, du latin multus, nombreux, abondant, et cultura, qu'on vient de mentionner, c'est donc ce qui va relever de plusieurs cultures. On va beaucoup l'utiliser en sociologie, en politique. On va parler de pluralisme, de juxtaposition, de mosaïque culturelle, de creuset, où vont cohabiter différents groupes culturels. Portons une attention sur le multiculturel
cette cohabitation ne fait pas toujours bon ménage avec intégration sociale ou assimilation. Interculturel, qui est plus proche de la dimension que nous essayons des FAB de développer, du latin inter, parmi, avec, qui va définir les rapports et les interactions entre les groupes humains, des cultures distinctes, qui va imposer une réciprocité d'échange, un dialogue, le respect mutuel, un renoncement à l'ethnocentrisme qu'on pourrait peut-être définir comme ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Des postures. L'universalisme culturel, principe indiscutable, l'univers comme un tout qui va englober l'espèce humaine au-delà des particularismes biologiques culturels, qui va façonner une unité et quelque part qui va régir les relations entre les êtres dans un consentement universel, très proche de l'humanisme. Le relativisme culturel, toutes les cultures se valent, pas de jugement, pas de hiérarchie, avec un risque, peut-être au bout du compte, celui de ne pas pouvoir penser des valeurs universelles partagées. Le culturalisme, le fait culturel serait responsable de tout, avec une différence irréductible. Et là, pour le coup, je rejoins M. Hofstede sur sa pyramide qui est intéressante. Eh bien non, le fait culturel n'est pas responsable de tout, puisqu'on peut considérer qu'il y a une part humaine inhérente à chacun d'entre nous. Il y a la culture qui nous a façonnés, et puis il y a nos traits profonds de personnalité. Alors, en formation, si c'est intéressant de se former, il faut trouver un équilibre, et ça n'est pas une chose facile, aisée. Alors, il y a peut-être quelques points qui me semblent fondamentaux sur lesquels on pourrait réfléchir. Notre appartenance à une communauté humaine, tenir à distance les a priori, ne pas hiérarchiser les cultures, pour autant ne pas renoncer à soi, identifier des passerelles, trouver des dénominateurs communs, penser la complémentarité. Je dis que c'est un équilibre difficile à trouver et parfois vraiment un exercice de funambule dans cette dimension de ne pas renoncer à soi. Si je veux être tout à fait honnête, où se pose mon point de rupture dans ce que je peux accepter et ce que je ne peux pas accepter? Dans cette recherche de dimension de partage universel, eh bien, le point de rupture est peut-être là. Et ça demande un effort évident, je dirais parfois presque quotidien, de dépasser ce frein, cet obstacle. Alors, avant de continuer, peut-être qu'on peut faire un point pour savoir comment vous ressentez cette première présentation, ce premier positionnement sur l'intérêt d'une formation, sachant que, encore une fois, on n'est pas du tout dans le format qui était initialement pensé. Donc, si vous avez un retour, des questions, un commentaire, un complément, une objection, tout est possible à entendre dans ce lieu. C'est la même demande, c'est aussi pour ceux qui sont sur Zoom, qui peuvent intervenir si elles en ont envie. Il y a une question sur Zoom. Il y a une question sur Zoom? Y a-t-il une différence entre interculturel et interculturalité? Est-ce qu'il y a une différence entre interculture et interculturalité? Interculturel et interculturalité. Que répondre? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Interculturalité, je dirais que c'est cette dimension d'échange, cette relation à l'autre, cette introduction au dialogue, cette nécessité d'accepter l'autre, de ne pas renoncer à soi. Pour moi, c'est ça l'interculturalité, c'est ce que je veux mettre en œuvre dans la rencontre, dans l'acceptation de la différence de celui qui est en face. C'est une réponse à moitié. François?
Peut-être, tout à l'heure, il y avait les blogs, la nature humaine, culture, personnalité. Tout ça est mouvant. Ce n'est pas des socles complètement. Ce ne sont pas des socles complètement figés, dans le sens où notre propre culture est en évolution, et celle des enfants liée à la personnalité. Mais on est de plus en plus dans ce monde globalisé, on se trouve avec des cultures qui, je ne parle pas dénaturées, mais en tout cas qui évoluent, qui changent. Et donc, c'est une de mes questions. On a l'impression que c'est une pyramide solide, mais en fait, c'est quelque chose qui peut être réinterrogé dans le temps. Non. Alors, si je reviens à l'histoire de la pyramide, je parlais du... Il faut résumer la question pour ceux qui sont derrière l'écran. Alors, il faudrait résumer la question. Et monsieur était en train de me dire que la culture était évolutive, elle bougeait en permanence et sans doute de plus en plus rapidement. Et que si on réduisait la culture à ce que je donne là sur l'image, sur cette pyramide, c'était quelque chose comme un monolithe qui ne bougeait pas, qui était immuable. Non, je parle... Cette représentation-là, c'était pour représenter le culturalisme qui faisait justement le contraire de ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire rendre responsable de tout le fait culturel. Or, j'ai bien dit tout à l'heure que la culture, ça n'était pas une culture, c'était un élément qui était mouvant en fonction de la culture que nous avions chacun reçue, mais également de la zone géographique, de l'espace temporel dans lequel elle s'exerçait et elle se repensait. Donc, le culturalisme, au contraire, n'est pas ce que vous évoquez. Je pense que la culture est mouvante et qu'elle bouge de plus en plus rapidement, avec des choses qui bougent plus vite que d'autres. Mais c'est dès lors que l'on considère que la culture est le fait de l'humain, de l'humanité, eh bien, c'est quelque chose qui est en mouvement et en dynamique. Didier ? Ma question prolonge celle de François. Évidemment, pour présenter les choses, on a le sentiment qu'il y a des blocs, comme s'il y avait une culture européenne, africaine, française, allemande, anglaise, etc. La réalité, c'est qu'en fait, on est soi-même le produit de multiples cultures. Comment est-ce que ça joue? Donc, c'est interactions à l'intérieur même de chacun de nous qui fait se confronter des cultures qui sont d'origine paternelle, maternelle, grands-parents, etc. Et du coup, la deuxième remarque, c'est que ces cultures traversent notre pays, c'est-à-dire on a ici chez nous aussi différentes cultures. On a la culture ouvrière, on a la culture bourgeoise, on a la culture alsacienne, on a la culture occitane. Là aussi, c'est pas pareil. C'est intéressant aussi de voir que cette question d'interculturalité ne se résume pas à partir à l'étranger et à être confronté à l'inconnu. Tout à fait. Alors, je résume juste pour ceux qui sont sur Zoom. Didier posait la question justement de comment on met en relation on va dire les identités multiples qui se retrouvent dans une même individu. C'est un peu le résultat des sociétés dans lesquelles nous sommes. Il n'y a pas que la culture allemande, française, occitane, alsacienne et tout ça. Et la deuxième question, c'est la deuxième remarque, note, c'était plutôt j'ai oublié, voilà, exactement, le multiculturalisme social, c'est-à-dire les différents aspects qui se retrouvent dans la société française, alors que quand on parle de l'interculturel, c'est pas se projeter à l'étranger. Tout à fait, et à tel point que l'option que nous avons prise pour les interventions au DEFAP sur la préparation au départ, je dis toujours, le multiculturel, il est au coin de la rue. Il est à l'entrée du métro, il est dans l'EHPAD un peu plus loin, il est dans le quartier qui se trouve en périphérie, derrière le périphérique, et que le multiculturel, on peut le croiser au pas de sa porte à chaque instant. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, Claire Michalon, nous avions choisi délibérément d'introduire cette dimension du multiculturel, non pas à travers un espace géographique qui apporte beaucoup de connaissances et beaucoup de données,
mais dans une dimension beaucoup plus humaine, dans le rapport de l'individu à la précarité ou à la sécurité, selon l'endroit où il se trouve. Ce qui fait tout à fait réponse à votre propos, monsieur. Et effectivement, non seulement la culture n'est pas statique et l'interculturalité, elle n'est pas seulement au-delà des frontières, elles peuvent se vivre ici en permanence. Une infirmière qui travaille à Avicenne, eh bien, elle est confrontée au monde du multiculturel quasi quotidiennement et à chaque instant de sa journée. Si je me donne la peine d'ouvrir mon regard et de regarder les gens que je croise, eh bien, en sortant du DEFAB, je croiserai l'interculturalité, le multiculturel. Merci. Sur le culturel, sur le Cameroun, on a 260 créneaux, 260 cultures, mais on est dans le ensemble. J'aimerais savoir est-ce qu'on passe la transculturalité dans tout ce que vous dites. Est-ce que vous pourriez reformuler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur? J'ai dit ceci. Moi, je suis du Cameroun. Chez nous, on a 260 créneaux. Ça fait 260 cultures. Nous mélangons ensemble, ça fait le multiculturel. Alors, pour parler de la culture, l'interculturel, où est-ce qu'on se place dans la transculturalité dans ce que vous dites? Alors, la demande pour ceux qui sont sur Zoom, c'est de la part justement d'un Camerounais. C'est Didier, je ne sais plus, c'est voilà, Guy, voilà. Et c'est justement pour dire au Cameroun, il y a 260 ethnies et du coup 260 cultures, hein, et ce qui fait le pays déjà un pays multiculturel. Et comment ça se travaille, la transculturalité entre ce multiculturalisme camerounais et le reste? Alors, dans ce multiculturalisme que vous évoquez, il y a un paramètre qui est commun à tout être, c'est déjà son appartenance à une communauté humaine. Et puis, c'est un paramètre qui fait que d'un espace culturel à l'autre, vous êtes quand même dans un espace géographique de grande proximité, qui fait que cette dimension-là, elle peut être travaillée plus aisément. Pour autant, et pour vous montrer que la chose est complexe, et pas aussi évidente que je viens de l'énoncer à votre égard, j'ai une maison sur l'île d'Oléron. Et quand vous êtes dans le nord d'Oléron, eh bien, quand il s'agit d'aller dans le sud, ça fait 30 km, c'est comme si vous alliez traverser l'Atlantique à la nage. J'appartiens, mon petit village est dans une collectivité qui a une berge sur la rive ouest et une berge sur la rive est. Et l'ennemi juré héréditaire se situe dans le bourg voisin, il est à 2,5 km. Donc vous voyez, je dirais que pour répondre à votre question, il faudrait appréhender chacun d'entre nous nos points faibles, les comprendre, les accepter, pour pouvoir mettre tout ça en dynamique et transcender notre interculturalité. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Tu peux lire Martine, je suis d'accord que le multiculturel est partout en France et que c'est un challenge. Car quand on part à l'étranger, on sait par définition qu'on va rencontrer le multiculturel, on l'accepte, on s'y prépare, mais on peut être moins préparé chez soi, dans son pays, sa ville, son seuil de porte. Voilà. Ça, c'est... Bien, merci pour cette remarque qui est tout à fait juste. Et je dirais que quand on part, on va inverser le schéma. On va être en minorité culturelle. Donc, la nécessité d'entrer en relation
pour éviter d'être isolé, de ne pas se sentir trop seul, de ne pas avoir trop le blues, eh bien, ça va demander un effort d'ouverture vers l'autre. Quand on est ici, on n'a pas cet effort à réaliser et on pourrait travailler la question de l'hospitalité dans cette dimension d'interculturalité. Alors, ça nous prendrait des jours et des jours. Pascal disait tout à l'heure, quand on conversait à bâton rompu, entre hospitalité et hostilité, il y a très peu de choses. Dans cette notion d'hospitalité, on ne sait jamais finalement comment elle va évoluer, comment elle va se transformer, comment on va pouvoir la transcender. Donc quand on part à l'étranger, effectivement, on est nécessairement dans une posture de minorité culturelle avec un effort à fournir pour s'intégrer. Et on peut mesurer d'ailleurs l'effort colossal que l'on demande aux personnes que nous accueillons. Je reviens sur cette... s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, je reviens sur ce... Il y a Pascal. Je n'avais pas vu que tu étais là. Là, j'étais fidèle. Je voudrais faire un petit excursus en fait, sur les cultures d'église. Et tu peux parler en micro comme ça. Alors là, c'est la théologienne qui s'exprime et je ne suis pas théologienne. Voilà, on a eu l'occasion de parler tout à l'heure et justement chacune dans notre champ de compétences. Et je m'interrogeais sur les cultures d'église. Pour moi, dans les définitions que tu donnais tout à l'heure, il en manquait, il y en a une qui pour moi est importante, c'est le système d'inclusion, d'exclusion, c'est-à-dire ce qui permet de définir qui est dedans et qui est dehors. Et en termes de culture d'église, cette dimension, elle est présente aussi. C'est-à-dire que par bien des aspects, faire partie d'une culture d'église, c'est ne pas faire partie de la culture d'à côté. Et ça, je pense que ce soir, c'est quelque chose qui tous nous intéresse parce que la façon dont nous, ici au DEFAC, on vit l'interculturel, c'est aussi avec cette dimension-là d'appartenir à un groupe humain du fait qu'on n'appartient pas au groupe humain d'à côté. Le fait d'appartenir et de ne pas appartenir, c'est aussi ce qui caractérise une culture. Je voulais juste faire ce détour-là. Merci Pascal. Et penser aussi par rapport à cette multiculturalité, la notion de la culture dominante. Et du coup, notre sous-question connexe, la culture dominante et les sous-cultures. Alors, je répète juste pour ceux qui sont en Zoom, il y a une question sur la relation entre la culture dominante et les autres sous-cultures, on dit comme ça. Au sein de la même société, oui. Il y a plus forte raison entre plusieurs sociétés culturelles qui se rencontrent, où il y a une culture de culture dominée et une culture dominante. Alors là, comment dirais-je, vous allez me titiller sur un point qui est absolument essentiel. Quand je dis trouver un équilibre en formation, ça veut dire aussi avoir le courage de choix politiques. C'est pas neutre. Quand vous parlez de culture de dominante, alors Bourdieu a beaucoup travaillé la question. Effectivement, dans les territoires en situation d'aménagement dans laquelle j'ai été confrontée par mon expérience professionnelle, avant de faire de la formation, eh bien, il y a effectivement cette question de la culture dominante et de la culture du dominé. Et malheureusement, on voit bien que simplement à l'échelle de l'école, un petit enfant qui va venir d'une zone anglophone, quand bien même serait-il immigré, ne sera pas perçu et entendu, considéré de la même manière qu'un enfant qui viendra d'une zone géographique où il parlera une des 687 langues
vernaculaire du pays qu'il habite. Donc, ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on pense la question de la culture dominante ou pas, plutôt que de parler de culture dominante qui est un fait, je préfère parler de l'écart qui existe entre l'autre et moi. Qu'est-ce qui va se loger dans cet écart et qu'est-ce que je vais tenter de mettre en œuvre pour le comprendre, pour le travailler, pour le réduire, pour trouver ce que j'ai écrit, des dénominateurs communs, et il y en a, notre appartenance à la communauté humaine, notre pensée la complémentarité entre celui qui est en face de moi et ce que je suis moi. Ça répond un peu à la question de monsieur tout à l'heure sur ce brassage dans notre pays. Si aujourd'hui, statistiquement, on se met à rechercher quel est le français pur dans ses origines, ça commence à devenir compliqué et il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir parce que le manifeste du Muséum de l'histoire naturelle, dans cette publication tout à fait remarquable, cite la migration et le métissage comme une des raisons essentielles de la survie de l'espèce humaine. Donc effectivement, il existe encore la culture du dominé, la culture du dominant, mais il nous appartient, en tant que membres d'Église, de savoir que nous appartenons d'abord à une communauté humaine. Ça répond peut-être pas tout à fait à votre... travail. C'est un travail constant. Je dirais même que c'est un travail quotidien. Donc, la formation, c'est trouver un équilibre. C'est aussi un choix politique. Ça demande parfois du courage. J'en ai fait l'expérience récemment. Ça n'est pas confortable. Il est évident que la formation que propose le DEFAP ne plairait pas à M. Zemmour ou à Mme Le Pen, mais ce sont des choix qui ont été faits et ce sont des choix qui sont porteurs de valeurs, de croyances. Et je pense qu'il nous appartient de les faire vivre et de les diffuser et de les faire entendre. On continue? Ou d'autres? Une autre question? Non, mais vous avez répondu à la question de... Oui. Bien. On me fait signe de continuer, donc je continue. Donc le yin, le yang, et puis d'autres représentations de cette dualité symbolisant l'équilibre. Alors se former, c'est une prise de recul par rapport à nos propres savoirs. C'est identifier, comprendre, accepter nos points faibles, travailler dessus. Faire preuve d'humilité culturelle, alors ça, c'est quand même pas notre grand point fort en France. Éviter le surplomb. Bien sûr, quand on est dans le pays des droits de l'homme, c'est facile d'être en surplomb de tout ce qui se passe ailleurs. Et je dirais que même en qualité d'expert, il est hautement nécessaire d'ouvrir un espace d'écoute et de compréhension pour laisser une place à des références et des savoirs autres. Le travail de sociologue et de collecte, quand je travaillais sur l'aménagement du territoire, m'a amené parfois à être confrontée à des situations multiculturelles, ici, avec des personnes qui sont dans des situations d'exclusion qu'on ne peut même pas imaginer. Et j'avais pour principe de relire avec autant de fidélité que possible ma prise de notes. Et parfois, il m'est arrivé, pas beaucoup de fois, peut-être 3-4 fois, où la personne qui était en face de moi me disait tout à coup, je ne pensais pas, madame, que j'étais capable de penser tout ça. Ces jours-là, je me suis dit que j'avais bien travaillé, ça ne m'est pas arrivé souvent. Donc, se former, c'est ça aussi. C'est remettre sur le métier en permanence. Ça n'est pas chercher à convertir, c'est chercher à ouvrir et à témoigner.
En résumé, se former l'interculturel, c'est reconnaître la valeur intrinsèque de la personne et c'est aussi une manière d'observer le monde. C'est ne pas être statique sur son siège, c'est prendre le risque de la rencontre, aller au-delà, non pas d'une frontière géographique, mais peut-être de ma frontière mentale, de ce qui va me réfrigérer, ce qui va me représenter pour moi une crainte, un a priori. Donc, passer au-delà de tout ça. Une manière d'observer le monde. Et il nous a semblé à l'époque, avec Claire Michalon, que la précarité était un facteur omniprésent pour comprendre la diversité culturelle. Alors, pourquoi réfléchir justement à cette notion de précarité? Une petite rétrospective. Le terme précarité, ça vient du latin precarius, c'est la prière. C'est ce qui va être imploré. Par extension, ça va nous rappeler une dimension d'incertitude, de fragilité, d'instabilité. Et c'est un terme qu'on utilise beaucoup en France, spécifiquement en sociologie et aussi maintenant beaucoup en politique. On va en faire une lecture sociale et une lecture politique, encore une fois. Dans les années 70, le terme de précarité était dévolu à la situation de l'emploi. On parlait de l'emploi précaire, donc tout de suite qui rejoignait une situation économique tendue. Et puis, on a fait de cette réalité objective de l'emploi et de la difficulté de l'emploi un glissement vers la précarité devenant pauvreté. Et il a fallu attendre peut-être les années 87 avec un rapport de mémoire de l'abbé ou du père Joseph Wresinski qui parlait de la précarité qui était un agrégat de critères d'insécurité cumulés. Et du même coup, cette réflexion a apporté une mutation, notamment dans la société française, sur la compréhension et l'acception du terme précarité, qu'on va utiliser d'une manière beaucoup plus large aujourd'hui, puisqu'on va parler de précarité évidemment économique, mais de l'emploi, du logement, de précarité affective, relationnelle, sanitaire. Donc un sens beaucoup plus large et qui me fait dire que en réalité la précarité existe depuis l'origine de l'humanité. C'était probablement la situation qui était commune à tous les êtres humains à l'époque où ils étaient cueilleurs et par nécessité nomades. Cette précarité, elle est, comme je viens de l'évoquer, présente dans une multitude de situations. Vous êtes cadre d'une multinationale, on vous annonce un licenciement, vous allez vous apercevoir que votre rapport à l'économie et au temps va glisser soudainement d'une sécurité que vous pensiez assurer vers une précarité que vous allez fortement ressentir. Vous êtes en bonne santé, on vous annonce une maladie à l'issue incertaine. Vous pouvez toujours être dans une situation de sécurité économique affective. N'empêche que votre rapport à votre espérance de vie va se trouver singulièrement dans une situation de précarité. Vous perdez un être cher. Ce deuil si douloureux à faire va vous ramener dans une précarité affective. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de travail, de deuil pour se reconstruire. Donc cette précarité, elle est à multiples facettes et omniprésente dans nos sociétés. Et pour malheureusement l'avoir expérimenté, je dirais que les mêmes causes provoquent souvent les mêmes conséquences, avec des effets de déflagration plus ou moins importants selon l'endroit où vous vous trouvez, bien évidemment. Et je dirais qu'il ne s'agit pas seulement de savoir pour savoir faire, il faut aussi également être dans le savoir-être. Et la précarité, quand vous l'avez ressentie une fois, vous rappelle à votre fragilité humaine, qui est par essence même la nature de ce que nous sommes, et il nous rappelle également que sans solidarité, eh bien, nous n'aurions pas survécu aux épreuves que nous avons traversées depuis l'origine de l'espèce. Donc,
je crois qu'il faut également puiser, non pas par masochisme ou par pessimisme, dans cette dimension de la précarité pour retrouver l'essence de ce que nous sommes, dans nos fragilités, dans nos besoins d'échanger, de partager et d'être solidaires. Des questions, des remarques? Non? Je vais me sentir un peu solette. Si je te donne le temps, ça va. Alors, Laura me rappelle que je suis dans les temps. Oui. Mais je suis dans les temps, le temps maximal qui était autorisé à la question. On va dire une demi-heure. Alors, encore une demi-heure, me dit-elle. Donc, je vais enfoncer mon credo maintenant, puisque je ne peux pas le faire dans le format initialement prévu. Eh bien, je vais vous parler de ce que nous avons développé avec Claire Michalon pendant de nombreuses années, alimentés l'un par l'autre par nos expériences de terrain, que ce soit des expériences lointaines ou des expériences du quotidien, puisque c'était plutôt mon champ d'observation. Et je disais tout à l'heure, ce travail sur l'aménagement du territoire en France s'exerçait parfois de l'aménagement d'une place de cathédrale, parfois dans des quartiers où même le policier me demandait si par hasard j'accepterais de déposer une lettre dans une boîte aux lettres. Situation difficile. Et je crois que la dimension la plus large, c'était comment penser la question sociale et culturelle à l'intérieur d'un parc régional. Bon. Voilà, donc c'était des espaces en même temps très réduits et en même temps des espaces très dilatés, avec beaucoup de travail sur la compréhension des conflits. Évidemment, quand on m'appelait à ces occasions, c'était rarement parce que ça allait bien. Voilà. Donc le droit à l'erreur, un outil pour comprendre la diversité. Alors, on pourrait reprendre cette définition proposée par Joseph Rezinski sur qu'est-ce que c'est que la précarité pour qu'on se mette d'accord. L'absence d'une ou plusieurs sécurités permettant aux personnes d'assumer des responsabilités élémentaires, de jouir de leurs droits fondamentaux. Une insécurité, un agrégat d'éléments d'insécurité cumulés, plus ou moins étendus, qui peuvent avoir évidemment, quand elles se cumulent, quand ces paramètres se cumulent, des conséquences plus ou moins graves. Elle conduit souvent à une grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence et qu'elle tend à se prolonger. Elle devient alors persistante et elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. Alors, pour ceux qui m'ont déjà entendu, eh bien, vous pouvez vous mettre en sommeil ou reprendre une couche, hein, c'est au choix. Je vous laisse libre sur la question. Donc, dans les situations de grande précarité, peu à peu va s'imposer l'idée d'une fatalité, l'idée d'une mort inéluctable. Je ne peux pas lutter contre la mort, donc je ne peux qu'assumer cette réalité. Une des choses qui m'a beaucoup marquée autour d'un voyage, j'étais au Sénégal oriental à l'époque des grandes sécheresses. Et ce n'était pas les petites sécheresses qu'on connaît nous, là. Vous savez, ces canicules de 3-4 jours là, dont on nous parle. Et on m'avait assigné au moment de midi un endroit à l'ombre dans une case où il y avait une jeune femme avec des enfants. Il y en avait 5. Et j'avais une jeune fille qui me servait d'interprète. J'ai expliqué qui j'étais, d'où je venais. J'ai dit aussi que j'avais moi-même des enfants. Et j'ai demandé si les enfants étaient les siens. Et la dame, cette jeune femme a répondu 4. Et j'ai continué en disant, et le 5e? Et le 5e, c'était un petit nourrisson qu'elle avait contre elle.
Elle l'a écarté et elle a simplement dit « celui-là n'a pas eu la rougeole ». Voilà. Celui-là n'a pas eu la rougeole. Ce qui veut dire que ce petit enfant, il était dans un espace de survie pour sa maman, parce qu'elle savait que l'épidémie de rougeole n'étant pas passée par là, elle ne savait pas s'il était encore du monde des vivants ou destiné à mourir. Il y a encore quelques siècles, notre pays fonctionnait rigoureusement de la même manière. Si vous allez à la Bibliothèque nationale et que vous trouvez certains livres de contes, vous allez voir 25 août, engranger tant de boisseaux de seigle, 26 août, naissance de Petit Pierre, 30 août, décès de Petit Pierre, et ainsi de suite. Donc c'est ça la mort assumée. C'est accepter dans une très grande proximité cette réalité qui, en fait, est inéluctable pour chacun d'entre nous. Mais c'est tout à coup en prendre conscience. Je dirais pourquoi c'est important tout à l'heure. La grande précarité, ça conditionne également une absence de choix, que ce soit un choix éducatif, sanitaire, cette réalité climatique, des situations de guerre, une absence de moyens de survie dans toutes les situations. Et au bout du compte, une très faible capacité à gérer les incertitudes. De quoi sera fait mon lendemain, sinon de ce que je connais déjà et contre lequel je ne peux pas lutter. Dans les schémas de sécurité, qui ne sont que le fruit d'une grande chance, d'un hasard, eh bien, il y a longtemps que l'erreur ne me conduisait pas à la mort. Si je suis dans un schéma de précarité, toute tentative qui serait incertaine pour moi, et c'est mon lot quotidien, peut me conduire à une tragédie plus importante encore. Dans les schémas de sécurité, l'erreur n'est plus forcément fatale. Je pourrais être provocante en parlant de M. Servier, qui a fait mourir, grâce à son médicament coupe-faim, un certain nombre de personnes. Il est mort tranquillement dans son lit. Je pourrais être trader, mais là je suis vraiment dans la très grande provocation, vous me pardonnerez. Je serai trader d'une banque et puis j'engagerai quelques milliards. Il ne m'arrivera pas grand-chose. Je vais finir par écrire un livre et puis petit à petit, je vais me réinsérer et on ne parlera plus de ce problème-là. Nous avons été pendant longtemps dans ce que j'appelle une mort occultée, en nous donnant les moyens de, grâce au progrès de la science, de la médecine, de reculer le plus loin possible et en particulier aux confins de notre pensée, cet ultimatum qui nous est posé. Nous naissons, nous mourons. Ce qui veut dire que quelque part, dans cette ligne que je vous demande d'imaginer entre la précarité et la sécurité, elle est forcément illusoire, elle n'existe pas, puisque chacun d'entre nous est né et chacun d'entre nous va disparaître. Mais cette mort occultée, nous nous sommes dotés de multiples moyens pour essayer de la tenir à distance. Je me souviens de l'occasion d'une publication où l'INSEE, tout à coup, nous annonçait que l'espérance de vie des hommes à la naissance, en France, avait tout d'un coup diminué d'1 mois. Ça avait fait la manchette des médias pendant 48 heures. On dirait 48 heures, ce n'est pas beaucoup, mais sur un fait aussi anecdotique, c'était quand même assez saisissant. Alors à l'époque, je m'indignais beaucoup de cette affaire-là. À Paris, les corps en rade de la canicule, où un certain nombre de familles, en 2013, n'ayant pas jugé important de se déplacer, avaient laissé l'État gérer les situations un peu encombrantes de personnes décédées dans des fourgons frigorifiques, entre autres. Et aujourd'hui, avec cette pandémie qui nous a rattrapés, eh bien, nous sommes tout à coup dans l'obligation de penser à nouveau cette réalité, c'est-à-dire notre mortalité. Et je crois que ça a semé beaucoup de troubles et beaucoup d'effroi
chez un certain nombre de personnes qui tout d'un coup ont pris de plein fouet avec violence le fait que quotidiennement, plusieurs centaines de personnes mouraient. Mais on s'habitue à tout puisque je ne tiens pas un tableau de bord quotidien de cette situation, mais je constate qu'aujourd'hui, avec cette pandémie liée au Covid, il y a à peu près en moyenne encore 80 ou 100 personnes qui décèdent quotidiennement, mais cela, on n'en parle plus. Donc, est-ce une capacité d'adaptation ou est-ce la peur d'être à nouveau confronté à la réalité de ces chiffres qui fait qu'on n'en parle plus? Mais c'est vrai que ça m'interroge. Je dirais que quand une société n'est plus en capacité de ritualiser autour de la mort, c'est-à-dire penser le passage de la vie éternelle, de la mort, pardon, de la vie terrestre vers une vie éternelle sous une forme ou sous une autre, ce qui est l'essence même de l'espèce humaine, eh bien, on a quand même un peu de soucis à se faire. Alors, à l'époque, les corps en rade de la canicule me troublaient beaucoup. Et aujourd'hui, la façon dont nous n'avons pas pu accompagner les défunts qui sont morts au moment de cette pandémie, la façon dont nous avons privé un certain nombre de familles de cette ritualisation, de cet accompagnement, de ce moment si grave et si important, eh bien, me trouble encore plus. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester marqué dans notre pensée collective. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir traverser cette situation, pouvoir la verbaliser, pouvoir la penser, pouvoir la poser, mais c'est une question qui m'occupe beaucoup aujourd'hui. Alors nous sommes dans une situation de choix possible tellement incroyable qui frise parfois l'indécence. Alors, bon, comment choisir un hôpital? Et puis cette question récurrente, le palmarès des lycées, comment choisir le meilleur lycée? Bon, il y a des endroits où il n'y a pas de lycée. Hein. On ne peut pas accéder à l'école, on ne peut pas accéder aux soins, on ne peut même pas penser comment finir la journée et parfois la semaine. Au passage, dans ma réalité quotidienne professionnelle sur ces questions d'aménagement du territoire, il y a toute une partie de la population française qui se trouve dans une situation d'exclusion, qui ne connaît même pas ses droits et qui ne savent pas comment elles vont, souvent des femmes seules, mais pas que, avec des enfants, terminer la fin de la semaine. Donc, jusqu'à une période récente, je dirais que nous avions une forte capacité à gérer les incertitudes. On voit que cette dimension de la précarité nous ramène à notre fragilité humaine. Ce Covid nous ramène brutalement à notre réalité. Et effectivement, nous sommes en capacité, si nous avons été pendant longtemps les rois du pétrole, eh bien, quand il s'agit d'une situation imprévisible, imprévue, eh bien, nous nous retrouvons dans ce que Joseph Wresinski parlait d'agrégat de critères d'insécurité cumulés. Et nous nous sommes retrouvés collectivement, individuellement, peut-être pour certains d'entre nous, d'ailleurs pour la première fois, avec ce sentiment de précarité. Quand est-ce que ça va sortir? Ça va s'arrêter? Comment va-t-on s'en sortir? Combien de temps ça va durer? Et on n'a pas toutes les réponses à tout. Alors, comment d'un contexte à l'autre, la notion d'initiative est-elle perçue? Eh bien, si d'un côté du tableau, si je commets une erreur, elle me conduit à une tragédie, voire à ma disparition, eh bien, la notion d'initiative va être perçue comme un risque. Si je suis effectivement le roi du pétrole, avec une très forte capacité à gérer les incertitudes, eh bien, l'initiative va être une opportunité à saisir. Elle est d'ailleurs encore notée dans les entretiens annuels des grands groupes industriels, etc.
Est-ce que la personne est capable de prendre des initiatives? Donc, c'est une dimension qui va être valorisante, encouragée, récompensée. Risque initiative, risque opportunité, vous voyez qu'une première différence se fait jour. Alors, cette question de la précarité, et Laura, tu me diras où j'en suis, parce qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Voilà, encore, hein, tu fais encore la logique. Encore sur cette logique, sur ces logiques qui vont se croiser, se rencontrer ou se percuter parfois. Eh bien, quand je suis dans la précarité, il y a une petite phrase qui va scander les existences, qui va me proposer de ne pas commettre d'erreur et d'emboîter le pas de celui qui a fait ses preuves, c'est-à-dire celui qui a les cheveux blancs, celui qui a traversé l'existence et qui est encore présent parce qu'il ne s'est pas trompé. S'il s'était trompé, il serait mort. S'il est là, c'est donc qu'il a acquis une certaine sagesse. D'ailleurs, dans un certain nombre de langues, le vieux, le sage se confondent, c'est le même mot. Donc cette petite phrase, ça sera « Tu feras comme le vieux, le sage, ton père, celui qui a montré l'exemple, celui dans lequel tu peux emboîter tes pas. » Dans ces groupes à forte résonance de logique conservatoire, faire à l'identique, eh bien, on va rencontrer des postures d'autorité très fortes, des postures d'autorité non négociables, une soumission au groupe dont le corollaire sera la solidarité quasi indéfectible. Pour pouvoir tenir tout ça, cette autorité aura besoin d'un contrôle social omniprésent, omnipuisant. Tout se sait, tout se voit. Tout le monde doit être en règle avec son groupe d'appartenance et la tradition sera plus forte. Ce seront des groupes où la liberté individuelle n'a que très peu de place en réalité. Dans les schémas de sécurité, la phrase qui va scander nos existences, encore aujourd'hui, très récemment, il y a une jeune femme qui me disait « Ah, madame, tu feras mieux que ton père, certainement pas. » Et à ce moment-là, je lui ai dit « Mais comment est-ce que vous voulez faire ?» Et elle m'a dit avec une très forte conviction « Je ferai différemment. » Eh bien, ça m'a infiniment réjoui dans ce « différemment », parce que si elle peut faire différemment, c'est qu'elle a encore le choix. Si elle était vraiment dans des logiques de grande précarité, elle n'aurait pas de choix possible. Donc, on est plutôt dans une logique évolutive, avec une autorité négociée, une liberté individuelle qui va être promue au-delà de l'intérêt général parfois, on a croisé ça récemment, au-delà du bien commun partagé, qu'on n'est plus en capacité de penser, avec malheureusement un corollaire très douloureux pour des personnes qui sont dans ce type de souffrance, un affaiblissement des solidarités. Donc la précarité, effectivement, ce concept dans son acception très large, eh bien, nous pouvons la rencontrer à chaque instant de nos vies. Et c'est ce qui fait peut-être la richesse de la diversité et de l'interculturalité quand on se donne la peine de travailler la question. Voilà. Nous sommes dans l'espace-temps qui m'était imparti. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions comme tout à l'heure? Est-ce que ça ressonne, ce que dit Evelyne a fait résonner quelque chose? Tu voulais dire quelque chose? Non. En tout cas. Bon, tout fait un aparté dont nous voudrions bénéficier. J'ai partagé mon impression en regardant le schéma, je me disais, ben, si je projette ça sur une réalité ecclésiale, évidemment ici ou ailleurs, c'est une possibilité, mais ici, j'ai pensé qu'à gauche, c'était la colonne des précarités, c'est toutes nos églises identitaires qui se sont dans une extrême précarité, qui se réduisent, qui se réduisent dans la tradition, dans une conservatrice, et puis à droite, d'autres églises qui sont dans une situation sécuritaire. Certainement, ils ont un autre enracinement dans la culture d'église, dans l'évangile.
Et voilà, c'était juste mes remarques comme ça m'a beaucoup parlé. Et si je peux dire aussi par rapport à la... Veux-tu venir pour parler avec les gens qui sont sur Zoom, car je ne suis pas sûre de répéter tout ce que tu dis. J'ai beaucoup aimé ce que Pascal a dit aussi tout à l'heure par rapport aux cultures d'église. Je pense que la culture d'église est sous-tendue. C'est la conséquence des autres cultures, un amalgame de plein de choses, ce dont Evelyne a parlé. Et j'ai pensé aussi l'évangile qui exclut. Moi, j'ai déjà vécu ça, un évangile qui m'excluait dans l'église auquel on appartenait. Et un évangile qui m'accueillait dans une église auquel je n'appartenais pas. Donc là aussi, les frontières sont extrêmement perméables et les catégories aussi. Voilà, c'est juste ça. Merci. Une question sur Zoom. Pour bien comprendre, est-ce que vous suggérez qu'il faut volontairement entrer dans la précarité et la vulnérabilité pour faire l'interculturel? Tu peux me répéter ça? Pour bien comprendre, est-ce que vous suggérez qu'il faut volontairement entrer dans la précarité et vulnérabilité pour faire l'interculturel? Eh bien, j'espère que non. Ce n'est pas souhaitable parce que c'est une expérience douloureuse. Je peux affirmer que c'est une expérience extrêmement douloureuse dans de multiples registres. Je dirais simplement qu'il faut essayer de s'ouvrir à cette dimension-là, essayer de la penser, essayer de la faire résonner en soi, non pas pour se mettre à la place d'eux, c'est pas ça, mais pour pouvoir accueillir l'autre. Quand je dis ne pas être dans une situation, alors peut-être de ce que vous exprimiez, monsieur, tout à l'heure, de dominant-dominé, parce que quelque part, on pourrait faire aussi une lecture de la précarité, de la sécurité sous cet angle-là. Ce n'est pas une expérience à faire, ce n'est pas souhaitable. Prendre la place d'eux, non. Mais je crois, malgré tout, que quand on a touché du doigt au plus profond de soi-même, parce que peut-être une forme de précarité, ça vous amène aussi à une forme d'humilité. J'essaie de l'approcher, c'était ici de cette logique avec deux pôles en fait. Et par rapport à ce que vous avez dit de la culture est toujours en mouvement, en changement. Et ici aussi, je serais tenté de l'approcher, ce que vous donnez là, les deux pôles, à dire qu'il n'y a pas vraiment de logique figée. De l'autre côté, dans la logique donc, des initiatives, mais plutôt de dire par rapport à ma société personnelle, où effectivement on était plus dans l'idée de comme une pure. Et aller pour prendre l'initiative, échanger, et que la logique dominante, ce qu'on appelle entre guillemets société traditionnelle, la logique était plutôt changer, mais pas rapidement. Mais là où plutôt les initiatives, chacun, ce qu'on voit dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, en tout cas, et surtout par rapport à l'Occident, et où cette notion de liberté, cette notion d'individu qui se prend en charge, et avec toutes les technologies maintenant, déjà le vite rapidement, et où effectivement, cette notion d'initiative est logique, la logique évolutive, voilà, est plus prononcée. Et par rapport à cette société traditionnelle, la logique est conservatoire, mais parce que ce soit conservatoire et figé. Et donc, là, c'est de voir comment, plutôt entre ces deux pôles, pour mettre ce qu'il y a un équilibre, je ne sais pas, mais.
Alors là, si je peux résumer, pour ceux qui sont sur Zoom, la question est, je fais la synthèse, le rapport à l'évolution des cultures et la vitesse d'évolution de cultures traditionnelles et des cultures soi-disant modernes, surtout en faisant référence au propos de Evelyne là sur la logique évolutive ou conservative, là où est-ce que dans les sociétés traditionnelles on peut parler de logique conservative figée et les sociétés modernes qui sont à la vitesse de la technologie et comment l'interculturalité se joue entre les deux. Alors, ça c'est toujours le danger de mon propos, c'est de le faire apparaître comme quelque chose de binaire. D'un côté, des situations de très grande précarité, de l'autre côté, des situations de grande sécurité. Les choses sont infiniment plus complexes que ça. Je dirais que sur cette ligne horizontale qui apparaît sur mon schéma, en fait, il y a autant de points que d'individus sur cette planète. Et vous pouvez habiter dans un contexte de grande précarité et vivre exactement dans un système de logique conservatoire. Il y a un certain nombre d'endroits en France où les choses se passent comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur le Calaisien, la région de Calais, une ville sinistrée s'il en est, où dans un certain nombre d'endroits, le quartier Constantine de mémoire, eh bien les choses se passent rigoureusement de la même manière. C'est-à-dire qu'il va y avoir une reproduction à l'identique d'une logique conservatoire, où la position des filles va être une injonction de faire des enfants, où on va retirer les gamins de l'école trop rapidement, on va avoir une posture d'autorité non négociable, on va avoir une soumission au groupe, mais une solidarité à toute épreuve, un contrôle social. S'extraire de ces lieux-là va être extrêmement compliqué et le poids de la tradition va considérablement peser. Donc ce n'est pas que l'apanage des sociétés traditionnelles. Alors ça paraît binaire comme ça parce qu'il faut bien prendre un moyen de le présenter, mais je pense qu'il y a une interaction d'un côté et de l'autre et évidemment le choix serait encore une fois dans la notion d'équilibre entre ces schémas de logique conservatoire qui ont à nous réapprendre sur la notion de solidarité. Je crois que nul d'entre nous ici n'a envie de tomber sous le joug d'une autorité, d'une férule totale et absolue et d'un contrôle social totalitaire. On n'a pas du tout envie de ça. Mais en même temps, je pense que sur la notion de solidarité, nous avons à réapprendre. Et nous avons à accepter de peut-être repenser la posture de liberté individuelle comme un absolu de notre société aujourd'hui. Peut-être qu'il faut apprendre à repenser le positionnement de l'individu dans un groupe plus large d'appartenance. Il faut également penser que notre liberté, elle se fait au détriment de quelqu'un d'autre. Alors, comment faire évoluer les logiques conservatoires vers des logiques évolutives et comment retrouver du sens à la solidarité dans les logiques évolutives que nous pourrions puiser dans les logiques conservatoires, c'est un enjeu important qui doit se trouver dans la médiation, dans la réflexion, ne pas renoncer à ce que l'on est. En même temps, c'est encore une fois un travail d'équilibriste. Je pense que ces postures-là, elles ne sont pas figées. Elles sont, on le voit, je crois que l'humain par nature est quelque chose de fragile. On l'a oublié. C'est quelque chose qui se transforme. Et ce que nous avons acquis du côté de la sécurité,
n'est pas acquis définitivement. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Par contre, effectivement, pour être tout à fait honnête, si on pouvait lever le poids de la soumission au groupe, si on pouvait épargner un peu de contrôle social et alléger le poids de la tradition, ça pourrait être bien dans un certain nombre de contextes un peu clivants. Il y a quelques remarques sur la toile. Juste, je dis, il faut essayer de se mettre au mieux à la place de l'autre pour la comprendre. Et effectivement, on est tous à un moment précaire, donc on peut rejoindre l'autre, même imparfaitement. Pour moi, il manque peut-être le mot tolérance et écoute. Je suis une scientifique et il est classique de discuter des hypothèses et d'accepter de ne pas être d'accord. C'est une réflexion plutôt qu'une question. Je ne peux que souscrire à la notion de tolérance. Et c'est sûr que le format n'ouvre pas forcément le débat. On l'avait pensé initialement un peu différemment, mais je reçois 5 sur 5 la remarque qui vient d'être faite. Une autre, peut-être, Joël Amiras, il me semble que dans notre pays, par exemple, la grande précarité d'une famille monoparentale est bien différente de la grande précarité d'un migrant qui doit rester invisible et ne peut pas accéder aux aides. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Ce qui me fait dire que la notion de précarité, elle est subjective et relative. Si je prends le cas de ce que j'évoquais tout à l'heure, mon voisin paysan avec 300 hectares de céréales, qui se sent, lui, confronté à une très grande précarité, le flux des cours, trop d'eau, pas assez d'eau, la sécheresse, etc. Que dire du paysan sahélien? Que dire de la position de la famille monoparentale, souvent des femmes, qui peuvent quand même bénéficier d'accompagnements multiples, divers. Elle est effectivement, par rapport à cette... C'est ça qu'il faudrait dire, c'est que la précarité, ce serait une situation qu'on jugerait acceptable dans un milieu donné. Donc, ça passe forcément par le ressenti. Et si ça passe par le ressenti, c'est donc relatif et subjectif. Et le cas qui vient d'être soumis entre une famille migrante et une jeune femme française qui se trouve dans une situation de monoparentalité n'est pas tout à fait identique, c'est complètement évident. Joël, tu avais une question aussi? Oui, en vous écoutant, comme d'autres, je pense, on a plein de questions. On a plein de questions, on chemine. Et il me vient aussi à l'esprit, par rapport à cette dimension de précarité, de sécurité, qu'on pourrait peut-être réfléchir avec d'autres termes, je ne sais pas ce que vous en penserez, parce que le culturel m'apparaît être tout à la fois un instrument d'oppression, qui peut être un instrument d'oppression sur un groupe, et un instrument de résistance par rapport à une oppression. Il y a cette ambiguïté, me semble-t-il, dans le culturel, mais je ne sais pas si ça correspond à votre réflexion. Vous avez raison, tout dépend de comment on se positionne. Il faudrait prendre beaucoup de temps pour rentrer dans votre question. Je ne sais pas si là, si j'ai le temps et si j'ai la force. Parce que ça serait tellement profond à aborder comme cheminement que ça demanderait de se poser et de décortiquer. Mais il m'est arrivé récemment une expérience un peu singulière où dans
quasiment dans la même semaine, j'ai réalisé une formation auprès d'élus qui me l'avaient demandé, et en présence donc des élus et en présence des éducateurs de rue. Pour la plupart originaires de pays plus lointains. Bien. À un moment donné, dans le déroulement de la formation, la question de la culture dominante ou la culture du dominé est apparue très fortement. Et la revendication, l'exigence portée par ce groupe d'éducateurs, nés en France, scolarisés en France, mais d'origine migrante par leurs parents, était la question de sa propre identité par rapport à l'histoire de notre pays. Avec la question fondamentale de où se trouve le pardon. Comment est-ce qu'on aborde cette question-là? Alors évidemment, du côté des élus, ça fait un beau tollé. Et il m'a fallu quand même faire preuve de beaucoup de médiation pour réussir à les apaiser, à les mettre autour d'une table. Donc, la question du pardon. Il m'est arrivé plus récemment encore, dans la même semaine, d'intervenir auprès d'un groupe, d'une église, où, à un moment donné, l'une des personnes qui se trouvait là en présence a exprimé ce que vous avez exprimé, monsieur, sur, encore une fois, la question de la culture dominante, la culture du dominé, et notre passé colonial. J'avais en tête, évidemment, cette expérience fort récente, du début de la semaine, on devait être le vendredi, quelque chose comme ça, qui m'avait quand même un peu secouée sur cette notion du pardon. Et j'exprime l'idée que nous avons quand même beaucoup de mal collectivement à mettre à distance notre histoire, à tenter de l'objectiver, et que récemment, eh bien, je relate cette exigence sur la notion de pardon. Et comme nous étions dans un milieu d'église, je prends la liberté de dire, eh bien, si je peux porter une parole mémorielle à titre personnel, je vous demande pardon. Et à ma grande stupeur, tollé général, mais on n'a rien à faire avec cette notion de pardon, on en a marre, on ne veut plus en entendre parler, etc. etc. Donc c'est exactement ce que vous évoquez. C'est une arme à double tranchant. La culture, ça peut être en même temps le culturel force de résistance ou force d'oppression, et tout dépend de ce qu'on va en faire. Merci Evelyne. Je ne veux pas couper encore, mais je commence à voir des visages fatigués, surtout notre relatrice qui a fait un effort majeur à assumer l'absence aussi de la deuxième qui n'a pas pu être avec nous. Je ne vois pas d'autres interventions, demandées. Et je vois une dernière qui vient de Zoom. Tout à l'heure, Evelyne a évoqué le culturalisme, le fait que tout soit interprété comme culturel. N'y a-t-il pas un risque inverse, celui de nier les cultures, de tout renvoyer à la responsabilité individuelle ou encore, pire, à une naissance biologique ou raciale? J'ai l'impression que c'est un discours qui se banalise. Comment y faire face? C'est une vision de cauchemar que cette proposition-là. Bon. Que voulez-vous? Comment puis-je répondre à ça? Je ne sais pas pourquoi, instantanément, c'est la posture du suprémaciste blanc nord-américain, bien pensant, appartenant aux églises évangélistes qui me vient en tête. Voilà. On ne peut pas nier le fait culturel, mais le fait culturel n'est pas la totalité absolue de l'individu. Parce qu'à ce moment-là, ce serait un peu nier aussi le libre arbitre de la personne et sa part de liberté.
Donc, le culturalisme est sans doute à tenir assez éloigné de nos pensées, si on veut être dans la dimension d'une réflexion interculturelle. Mais en même temps, la part de responsabilité individuelle, elle existe, on ne peut pas la nier. Mais pour autant, eh bien, ce n'est pas renoncer à la culture et à l'identité de chacun. Merci. Alors, comme je disais, on s'approche vers la fin. Merci à Evelyne, car justement, la disponibilité pour participer à cette soirée répondait aussi à cette idée des 50 ans du DEFAP, de réfléchir aussi en termes pas que théologiques, on l'a déjà fait lundi, mais c'est aussi essayer de donner un minimum de visibilité du travail qui se fait à côté. C'est-à-dire, on parle toujours de service de mission, donc acteur en Église, mais aussi comme service d'église à l'extérieur de l'église. Et donc, on a besoin de catégories, on a besoin d'expérience, on a besoin de le faire avec l'autre et on a besoin de comprendre comment on se met en relation avec l'autre. Et je pense que Evelyne nous a donné de quoi nourrir nos réflexions pour les prochaines années. Et ce que tu nous as dit, justement, jusque-là, on l'a utilisé pour la préparation des envoyés au départ. Depuis quelques années, on a commencé à réfléchir comment on peut utiliser justement ce que tu dis, l'interculturel, ça se vit déjà au coin de la rue, ça déjà à la porte de sortie de chez nous. Et donc, tu nous as donné des pistes pour notre travail, que ce soit ici ou au loin. Et pour ça, on te remercie vraiment chaleureusement. Merci. Et je pense